vous nous suivez sur VL, vous avez dû en manger un peu des papillons noirs, parce qu'on a vraiment, vraiment adoré cette série qui avait été présentée pour la première fois au festival Sérimania l'année dernière. Et c'est vrai que ça a été notre coup de cœur de cette rentrée, à l'écriture, à la réalisation, à la musique, à l'interprétation. Tout est réussi dans cette série. Donc on souhaite évidemment le succès lors de la diffusion sur l'antenne de Arte. Ce sera les 22 et 29 septembre prochain, mais c'est déjà en ligne sur arte.tv. Et je suis ravi évidemment d'accueillir une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Se trouver sur son chemin, c'est risqué de voir de trop près des tire-bouchons et autres ustensiles de cuisine. Alizé Coste, bonjour, merci d'être avec nous. Il est l'un des chefs d'orchestre avec Olivier Abou de cette magnifique mini-série, je le dis. Vraiment une de nos plus belles réussites cette année, mais peut-être même depuis très longtemps aussi à la télévision française. Merci beaucoup, Bruno Merde, d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous accueillir. Et on parlait de musique, évidemment. Comment ne pas accueillir celui qui a signé une bande originale très complète et qui est magnifique. On entendra tout à l'heure un petit extrait. Clément Terry, bonsoir. Bonsoir. C'est une vraie réussite, cette bande originale qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, je précise. Et on va évidemment vous en parler. On a plein de questions à vous poser. Un petit teasing, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui es un petit peu sensible dès qu'il y a une petite goutte de sang qui se balade, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, franchement, j'ai beaucoup. Et c'est hyper beau. Enfin, c'est très bien fait. Même le sang est bien fait, j'ai envie de vous dire. Non, j'ai vraiment aimé. C'est esthétique au possible. Les scènes sont violentes, mais pas violentes parce que belles. La musique porte le tout. Non, je vais être hyper redondante avec lui, mais c'est plutôt très réussi. Bah, on prend. Ça fait du bien, ça Ok. fait du bien en ce début d'année. On va en parler dans un instant, on a plein de questions à vous poser, on va avoir des extraits, on va parler de la musique, on va parler de l'interprétation, on va parler de tout ça. On fait un petit coucou à Axel Grandberger qui devait être avec nous et qui est souffrant. Voilà, mais on lui fait coucou parce que voilà, on va en reparler, mais lui aussi, aux côtés d'Alizé, ils sont tous les deux absolument géniaux et on va en reparler. Mais auparavant, une avant-première, on commence toujours nos émissions avec une avant-première d'une série qui va arriver. Là aussi, c'est on parlait la semaine dernière des Combattantes. C'est certainement l'un des deuxièmes gros projets attendus par TF1. Ça va arriver à la fin du mois. Deuxième soirée de diffusion des Papillons Noirs sur TF1. Même pas peur. Adaptation d'un roman de Franck Tillier avec notamment Jennifer Decker et Vincent Elbaz. Ça s'appelle Syndrome E. Mais en même temps, c'est déjà dispo aussi sur Salto. Donc on va voir sur Salto, puis on regarde des Papillons Noirs sur Arte, par exemple. C'est pas mal. Voilà la bande-annonce de Syndrome E et on revient juste après pour parler de ces papillons noirs, justement. J'ai autre chose pour toi. Un homicide. Ceux qui l'ont tué lui ont volé son cerveau. Regardez qui est sorti de sa caverne. Ça fait 2 fois qu'on la retrouve sur une scène de crime. Qu'est-ce qui me fait? J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle. On nous a fait quelque chose dans cette clinique. J'ai aucune intention de tromper tout ça. Voilà, on a parlé évidemment de Jennifer Decker et Vincent Elbaz, qui est aussi dans une autre série pour France 2 qui s'appelle Tout le monde ment. Mais on a vu aussi, il y a Emmanuel Béard, il y a Coulchen, il y a Boringer, évidemment, qui est formidable, Dominique Blanc aussi. Bref, c'est une très belle distribution. Ça commence donc le 29, il y a 6 épisodes. Et c'est produit par une boîte de production qui s'appelle Escazal, qui signe les petits meurtres d'Agatha Christie depuis très longtemps. Et Sophie Reville, voilà, qui est à la manette de cette série. Voilà, qui était aussi présentée d'ailleurs à Sérimania en mars dernier. Mais pour l'instant, on vient à la série qui est au centre de cette émission cette semaine et qui, à mon avis, et c'est qu'on voit les critiques qui commencent à sortir, qui en général, vous allez y repenser pendant très longtemps. J'ai vu ça dans un papier qui est sorti il y a quelques jours, Les Papillons Noirs. Même le pitch, pour vous dire, en général, quand une série sent bon, c'est que même quand on arrive à donner le pitch, ça donne envie déjà, rien qu'en l'entendant. Là, on va voir si vous avez vraiment travaillé aussi là-dessus, parce que la présentation d'un pitch, on sait que c'est important aussi pour proposer une série. Les auteurs américains s'y entraînent même beaucoup pour arriver à convaincre une chaîne. Mais voici la bande-annonce des Papillons Noirs. Vous avez une idée de combien de temps ça va prendre? Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit. Ah non, tout commence avec Solange. Avant Solange, il n'y avait rien. Et comprends-moi bien, là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Je décris des scènes avec
des détails, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Ça peut pas se raconter. Il faut avoir vécu pour comprendre. Et c'est là que ton talent intervient, Adrien. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de t'imprégner, de ressentir. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Et Les Papillons Noirs, c'est évidemment la rencontre qui doit donner naissance à un livre entre un jeune auteur qui n'a pas été capable de prolonger l'expérience du succès après son premier roman et un vieux monsieur, Albert, qui lui propose de coucher son autobiographie, sa vie sur le papier, et qui va lui raconter son histoire d'amour entre lui, Albert, et Solange. On est dans les années 70 quand cette histoire d'amour arrive à son paroxysme. Elle commence évidemment cette histoire après-guerre. Elle se prolonge dans les années 50-60 et elle trouve son paroxysme à cette époque-là. Et à mesure qu'ils vont lui raconter son histoire, on va se rendre compte que Albert et Solange ne sont pas forcément ceux qu'ils prétendent être. Avec cette question quand même qu'on a en toile de fond pendant toute la série, où est Solange? Parce qu'on voit Albert, mais on ne sait pas forcément où est Solange, et c'est évidemment aussi tout l'enjeu. Tu incarnes Solange dans la série, jeune, Albert est joué par donc Axel Grandberger. Avant de rentrer évidemment dans le détail, Bruno Merle, comment une telle série, qui est un ovni, enfin je le disais, pourtant des polars on en voit beaucoup, comment cette série, cette série est née, comment elle est arrivée? Ouais, l'origine des histoires, c'est un peu toujours la même chose. Nous, avec Olivier, on part jamais d'un thème. On se dit jamais on va faire une série sur les médecins, voilà. On part toujours d'une histoire, d'une petite histoire qu'on se raconte. Après, pour arriver à ça, c'est 7 ans de travail. On a eu la chance de travailler pendant très longtemps sur l'écriture de la série, parce que souvent, on a quand même des deadlines. Là, c'était pas le cas. On faisait nos films chacun de notre côté en même temps que l'écriture. Donc OVNI, je sais pas. En tout cas, 7 ans, ça permet de mettre beaucoup de choses dedans, d'aborder plusieurs genres en même temps. Et puis à la fin, ça crée cette espèce de mélange, ouais, qui est assez riche, je crois. Mais voilà, c'est surtout le temps de beaucoup de travail et d'imprégnation. On n'a jamais eu, enfin ça arrive souvent, mais l'impression que c'est vraiment là pour le coup cette série, la rencontre à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois on se dit bon bah le scénario est très fort et puis il est sabordé par une réalisation un peu faiblarde. Et puis parfois on se dit bon bah l'ensemble est sympathique puis la musique vient sauver. Et puis mais on n'a jamais un espèce de point d'équilibre où on se dit qu'à tous les niveaux, s'il n'y a pas une symbiose totale et parfaite, on n'a pas le résultat qu'on a là. Ouais, puis Euh, j'ajouterais le chef-op, la lumière, la DA. Enfin, je veux dire, il y a aussi un travail sur l'image qui est fantastique. Donc les acteurs, la musique. Il y a eu, ouais, il y a eu une sorte de rencontre un peu magique de talents divers. Et voilà, c'est pour ça qu'on est super. Est-ce qu'on s'entraîne, je disais malicieusement quand je parlais du pitch, est-ce qu'on s'entraîne justement à cet exercice si particulier qui est que quand on se retrouve, même face à une salle comme à Série Mania, et on doit présenter le projet en quelques minutes, c'est important que ce projet-là, ce soit pas juste un résumé, que ça donne envie. Est-ce qu'on Bah, s'y entraîne ou on a pas? des coachs de pitch. Non, c'est pas vrai. Non, nous, avec Olivier, on vient vraiment plus du ciné. Et le pitch, c'est quelque chose qui appartient presque plus au monde de la série. Après, c'est vrai que dans ces métiers-là, on est des vendeurs une grande partie du temps. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qu'on doit convaincre de nous financer. Donc, on est un peu entraîné à parler, à trouver les bons mots. On répète un peu tout le temps les mêmes choses, d'ailleurs. Mais c'est pas forcément le pitch, c'est plus la façon de parler du projet. Et puis nous, il se trouve que sur celle-là, il y avait quelque chose qui ressemblait à un pitch, c'est-à-dire qui était facile à raconter en une phrase. C'est pas toujours le cas dans nos projets. On a parfois besoin d'un peu plus de temps. Mais encore une fois, au ciné, c'est moins important qu'en Ouais. série. Là, il faut arriver effectivement à convaincre d'investir en plus sur plusieurs soirées, parce qu'on n'est pas sur un téléfilm, on est sur plusieurs soirées. Alors, Mais chez Arte, c'est la force d'Arte, ben voilà, Ouais. on le dit en même temps, c'est aussi la force d'Arte de ne pas s'arrêter au high concept, à la bonne idée, d'aller creuser, de nous challenger sur l'écriture et de voir ce qu'il y a juste derrière le pitch, parce que c'était ça qui était intéressant aussi à travailler, c'est que la série, elle est hyper efficace, elle fonctionne au premier degré avec des cliffs, des twists, mais on a eu le temps de la creuser en profondeur, et Arte, pour ça, c'est le partenaire idéal. avec l'école un peu de réalisateurs comme, alors on peut voir, il y a un peu de, moi je trouve qu'il y a un peu de David Lynch dans cette série, il y a un peu de David Fincher aussi, parce que David Fincher a ce sens, et c'est pas, on sait qu'il y a des twists dans cette série, mais David Fincher a le sens d'écrire des histoires où quand vous les reprenez à la fin et que vous avez tout vu, vous la voyez d'un autre œil, d'un autre regard, et la deuxième
le deuxième visionnage ne souffre pas du premier par rapport au premier. C'est ça la force aussi de cette grande série. J'imagine quand on est une comédienne, des histoires de polar, on doit en recevoir beaucoup, Alizée. Qu'est-ce qui fait que quand on voit même le scénario des Papillons Noirs, on se dit, là j'ai quelque chose quand même qui est pas comme ce que je vois ailleurs. Bah, il y avait un côté très, moi je trouve très Hitchcockien en fait, Ouais, de ces, 2 personnages qu'on suit, de leur, je te descends. pardon. Je suis comme à la maison. Donc il y avait quelque chose de très Hitchcockien, de, très romanesque et oui, de suivre, le parcours, donc de petits, d'enfants à, donc 35 ans, c'est quelque chose qui est rare, je trouve. Et puis, oui, on parle de consentement, c'est pas juste, voilà, des tueurs, quoi. Il y a tout un truc derrière, et je trouvais que c'était à la fois, il y avait le côté époque et le côté très moderne de notre société actuelle. Si je dis que c'est un peu notre version à nous, finalement, quand on voit leur passé à tous les deux, forcément, moi, il y a un titre de film qui me vient à la tête, c'est celui d'Oliver Stone, Tueur né. Il y a un petit côté ça aussi chez eux, c'est-à-dire que l'enchaînement de leur vie fait que on aboutit logiquement. C'est-à-dire que toute cette vie qu'on découvre quasiment presque rapidement dans le premier épisode, on nous permet d'aboutir à cette situation de manière assez logique et naturelle. Euh, Bah, de toute façon, quand on se confronte aux tueurs en série, on est obligé d'aborder l'enfance, les premiers traumatismes, et puis après la mécanique qui les emmène là. Donc oui, il y a des liens avec Tueur en Né, mais il y a des liens avec plein de films. On s'était pas forcément fait une liste avec Olivier, mais ouais, on nous parle souvent de Tueur en Né. De toute façon, cette problématique, enfin cette question de comment on en arrive à ce degré de perversité, de violence, bah, elle est forcément présente au moment où on doit écrire des personnages de tueurs en série. et c'est hyper intéressant. On dit que sur une série ou sur un film, il y a trois auteurs. Il y a l'auteur, il y a le réalisateur et il y a le compositeur. Et c'est vrai que je trouve que ça. Alors, nous, on met souvent en avant les compositeurs dans cette émission, mais c'est vrai que là, on a une espèce, je le disais encore tout à l'heure, c'est le mot qui me revient sans arrêt, mais c'est toujours le même, c'est symbiose. C'est-à-dire que. Alors, c'est pas la première fois que vous travaillez, je crois, les uns avec les autres, mais enfin, quand même, on a l'impression que voilà, l'écriture a apporté sa dose de complexité à l'histoire, le style très particulier d'Olivier Abou à la réalisation a apporté une autre texture à l'image avec ses équipes techniques, et que la musique vient enfoncer le clou avec une BO qui elle aussi est empreinte de ses propres références, qui seront pas forcément les mêmes et qui en même temps viennent se nourrir et se compléter. Quand on arrive et comment ça s'est passé d'ailleurs pour travailler? Est-ce qu'on travaille après coup, pendant le tournage, en amont sans image? Comment ça s'est passé, Clément Thierry? Alors, en général, c'est souvent un mix de tout ça sur chaque projet. Alors, il y a quelques exceptions près où on arrive après, un peu pour sauver le truc, ou alors on est très en amont. Surtout sur le documentaire, on est très en amont. Mais en fiction, c'est toujours un peu un mélange de tout. C'est-à-dire qu'on échange avec le réal, les scénaristes, les réals dans ce cas-là. Avant, là, en l'occurrence, je connais très bien Bruno parce que j'ai travaillé avec Bruno. Je travaille beaucoup avec Olivier. J'ai la chance qu'il me fasse confiance depuis très longtemps. Donc c'est comme si on avait travaillé depuis des années. Parce que moi, cette histoire, en plus, je l'ai entendue il y a 7 ans dans ma Au début. voiture. C'est Bruno qui me l'a raconté, je m'en souviens très bien. Je me suis garé parce que je pouvais plus conduire, parce que je voulais me concentrer sur ce qu'il me disait. Mais là, précisément, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai d'abord, on s'est abreuvé de plein de références, mais qui n'étaient pas forcément des références littérales. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans il faut faire ci, il faut faire ça, mais on s'est échangé des tas de musique. Et puis, j'ai fait quelques titres au début. Je me suis attelé principalement à la construction du titre un peu phare qui est Solange. Et On va entendre tout à l'heure. qu'on entendra d'accord tout à l'heure, tant mieux. Qui était un peu mon plus gros challenge. Alors, je ne vais pas être trop long, peut-être on en parlera après. Mais Non, mais allons-y, mais, allons-y. la petite histoire quand même sur ce truc, enfin mon histoire personnelle avec ce titre, c'est qu'effectivement, bon, je suis comme tous les compositeurs et comme plein de gens, fan absolu de Ennio Morricone, mais pas que, mais toute cette musique italienne, et qu'on ramène souvent à des effets d'orchestration. Le cri, la trompette, la guimbarde, et en fait, tous ces petits éléments qu'on retient de l'histoire de Ennio Morricone et de sa musique, en fait, c'est des éléments qui sont communs à tous les compositeurs italiens de cette période-là, donc le giallo, mais aussi le western. Donc Dario Argento, par exemple. Voilà, mais après, les compositeurs, il y a Franco Potenza qui a été repris par Tarantino, il y a Francesco De Masi, il y en a plein, et ils font tous cette musique-là.
Celle de Morricone, elle a traversé les âges parce qu'il a eu la chance de travailler sur des grands films, mais aussi parce qu'avant tout, avant ces effets sonores, Ennio Morricone, c'est une main gauche avec une mélodie magnifique et une main droite, enfin, c'est l'inverse, pardon, une main Ouais. droite avec une mélodie magnifique et une main gauche avec des harmonies hyper émouvantes. Et du coup, moi, mon défi, c'était, j'ai déjà fait plein de trucs, des ersatz de Morricone. J'en ai fait plein pour de la pub, pour des séries. Et là, mon idée, c'était de trouver quelque chose qui tienne musicalement, qui soit très beau, entre guillemets, musicalement, et ensuite de rajouter effectivement toutes ces couleurs qu'on a envie d'entendre et qui vont se fondre avec l'image. Donc ça, c'était mon gros challenge. J'ai mis un temps fou à faire ce premier titre. Moi, j'écris toujours un morceau. Quand je commence un morceau, je le finis dans la foulée. Que ça me prenne 10, 15, 20 heures, même 30 heures. Je finis toujours ce que je commence. Et ce morceau, Solange, il m'a... Man. Vraiment, il m'a pris 6 semaines. On y met soin. Voilà. Mais en même temps, ça s'entend. Bah, après, c'est ce que disait Bruno, on a eu aussi la chance d'avoir du temps. Donc voilà, celui-là, c'était un peu. Voilà, c'était quand je l'ai envoyé, je l'ai vraiment mis dans son petit écrin de velours en me disant voilà, soit ça passe, soit ça casse, mais c'est ce que j'imagine. Et donc ça a tout de suite pris. Effectivement, Bruno, Olivier, David Bertanetti, le directeur artistique, enfin, tout le monde a été emballé. Et à partir de là, il y a une autre anecdote qui est un peu sympa, c'est que souvent, effectivement, on est très dirigé entre les rêves, le désir, et parfois des choses qui sont même écrites dans le scénario, des titres précis, etc. J'ai enchaîné avec un deuxième titre, qui est le titre d'Adrien, c'est-à-dire un thème du présent, où là, beaucoup plus classique dans l'orchestration. Donc de Duvauchel. Et voilà, le titre de Duvauchel. Et je sais que c'est Bruno, il ne me l'a pas dit, mais je sais qu'il l'a dit, et je trouve que c'est assez marrant. Il a écouté le titre. Olivier m'a appelé en me disant c'est super, j'adore. Et Bruno m'a dit écoute, laisse tomber, c'est pas la peine de l'emmerder, laisse-le faire sa BO. Et puis on prendra ce qu'il nous envoie. Alors évidemment, ça s'est pas passé exactement comme ça, parce qu'on peut pas faire ça. Puis c'est pas comme ça que C'est j'aime pas le but travailler. non plus. Ouais. Mais moi, j'aime travailler sur l'image. Mais c'est vrai que ça m'a donné une très grosse confiance. Et je me suis dit, OK, je me suis mis dans l'état dans lequel il fallait. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de hors-piste possible. Je fais ce que je ressens et je suis dans cette série. Je suis dans les personnages. J'ai trouvé le ton. Et donc là, ça a été assez facile en fait. Ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de travail. Techniquement, c'était très compliqué parce qu'il fallait enregistrer les choses dans des conditions particulières, parce qu'on avait vraiment quelque chose en tête. C'était aussi un peu coûteux. Ça sollicitait beaucoup de monde, mais finalement, le processus créatif a été plutôt agréable, ce qui est rarement le cas. Moi, je souffre beaucoup pendant la construction et après, je savoure. Mais là, c'était un bonheur absolu, quoi. En fait, j'ai la sensation, en écoutant votre process de création et en voyant le résultat, que finalement, les papillons noirs, à la fois à l'écriture, à la réalisation, au jeu et à la musique, c'est un peu une série qui raconte en 6 épisodes une petite histoire du cinéma, finalement, d'un hommage au cinéma. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire que, je ne vais pas comparer au film de Tarantino sur Hollywood, mais on est un peu dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'on raconte à la fois une histoire de France et en même temps une histoire du cinéma et du grand cinéma américain, ou étranger d'ailleurs, pas simplement américain, italien aussi, qui vous a bercé, qui a compté pour vous. Bah, nous, on en est nourris, donc forcément que ça imprègne beaucoup l'image. Nous, à l'origine, c'était presque plus littéraire que cinématographique, le défi. On avait envie de faire un roman de plage, on avait envie de faire un page-turner, un livre qu'on ne peut plus lâcher. Donc c'est pour ça que l'histoire, elle est hyper romanesque. Après, on est nourri par ce cinéma-là, et autant Olivier que moi, on aime beaucoup l'image, le son, enfin travailler la matière même du projet. Donc tout ça se ressent probablement. Et puis sur l'histoire de France, il y en a à la fois, on traverse l'histoire de France et il y a certains sujets qui sont un peu abordés de front. Et en même temps, on avait un peu peur du côté reconstitution. Bien sûr. On ne voulait pas. Non. Voilà, donc ça donne ça. Mais ça se passe aussi par les looks, par ses physiques. Tous les deux, quand je vois cette photo qui est la photo emblématique, Alizée, vous êtes magnifiques tous les deux. Enfin, vous êtes un C'est couple Once iconique. Upon On a a- l'impression. Oui, c'est ça. C'est Once Upon a Time in Non, mais c'est exactement ça. Mais on a l'impression de voir, même physiquement, ces grandes icônes du cinéma français. Non, mais vraiment, quand on vous voit tous les deux, c'est prodigieux le travail qui a été fait à la fois par vous, mais aussi par les équipes du costume, par les maquillages, par tout ça, pour donner corps à ce que vous êtes.
Les coiffures sont Ils sont somptueuses. coiffeurs, donc il fallait pas se planter sur C'est les clair, en coiffures. plus, ils pouvaient pas se Ah oui. tromper. Comment Ils juste... sont coiffeurs, ils savent pas se coiffer. Quoique, c'est souvent les... Non, pardon. Comment on construit ce personnage-là, au-delà, évidemment, de l'écriture et de la direction d'Olivier Abou, parce que l'incarnation, vraiment, tous les deux, là, ça prend sens avec vous, quoi. Quand on vous voit dans cette série, vous prenez corps avec vos personnages et vous les embrassez, vous les épousez. Comment ça s'est passé pour vous, tous les deux? Déjà, dès le casting, moi j'ai fait le casting avec Axel, c'est-à-dire qu'Axel était déjà sur le projet et donc on a fait les essais ensemble. Donc déjà, ça permettait de savoir si rien que là, ça pouvait marcher. Et puis après, Olivier nous a vus tous les deux pour nous parler un petit peu de toute l'aventure de Solange et Albert. Et donc, ça nous a aussi permis avec Axel d'en parler, de pouvoir déjà un peu se connaître et commencer cette aventure ensemble. Et puis, on a eu aussi des références par Olivier, par exemple, La Balade sauvage. C'était vraiment un film que Olivier voulait qu'on voit pour nous mettre aussi dans l'ambiance. Il y avait aussi un dialogue qu'est-il arrivé à Solange pour une scène bien précise C'est compliqué, il y a tellement de twists dans cette série que... d'avortement. Ouais. Ça va. J'ai mon buzzer. Regarde, J'ai mon buzzer à spoil. J'ai mon buzzer à spoil, vous inquiétez pas. mais donc oui, pour la scène d'avortement, c'était vraiment une référence importante pour Olivier. Donc du coup, il y a eu des choses comme ça qui nous ont permis de dire, ok, on va là-dedans, c'est cet angle-là. Donc, et puis après, c'est aussi beaucoup de confiance à la fois moi, j'étais complètement à l'aise avec la direction où Olivier nous emmenait, puisque c'était tellement nourri depuis 7 ans que du coup, on peut faire que confiance en fait. Et un Tu truc avais qu'on toutes les clés du scénario euh, dès le début pour oui, moi, construire le personnage, tu avais tout. Ah oui, j'avais tout. C'est-à-dire toutes les clés. Moi, j'avais lu tout le scénario. Oui, j'avais non, mais tout le- y compris les évolutions du personnage par la suite Ah oui, dans bien la deuxième sûr. partie, Ah, mais voilà. bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien Non, parce sûr. que c'est... Attention, là, on va buzzer. Là. Non mais je spoil pas, mais c'est important parce qu'on peut pas construire le personnage de la même façon si on n'a pas tous les éléments, j'imagine. Oui, mais en même temps, et en même temps si. Et en même temps, si. Et en même temps si. Mais Ça c'est du teasing. On a basculé. Ça fait plusieurs fois qu'on échange avec Alizée sur la série et je sens qu'elle s'est entraînée pour parler de son personnage. Elle en parle magnifiquement bien, mais toujours dans les clous. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, non, mais parce que c'est en effet, moi j'avais de ce qu'on a construit même avec Axel, il y avait tout un truc. Et puis c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que on avait l'enfance des personnages. Parfois on l'a pas, et donc il faut se la construire. Là on avait tout, donc c'était plus simple aussi d'arriver à construire ce personnage de Solange et de ses blessures, et aussi de comment elle arrive avec Albert À naviguer. à cette vie-là, quoi. Et à obtenir ce qu'ils ont quasiment voulu. On parlera... Il y a beaucoup de personnages autour de cette série. Il y a beaucoup de comédiens absolument formidables. Ce qui était dangereux, entre guillemets, ce qui aurait pu être dangereux dans n'importe quelle série, c'est que vous mettez Nicolas Duvauchel et Nils Serstrup en tête d'une série et vous vous dites, bon, bah évidemment, voilà, ils ont une carrière dingue, ils vont vampiriser toute l'attention. Mais alors, objectivement, ils sont formidables dans la série tous les deux. Mais dès qu'on arrive dans les années 70 et qu'on vous voit, enfin, c'est fini, quoi. On est avec vous. C'est-à-dire que jamais, aucune époque ne vampirise l'autre. Ouais. Vous avez trouvé un point d'équilibre dans l'écriture et dans la mise en scène qui fait que rien ne se vampirise. C'est ça qui est quand même, encore une fois, très très fort. Ouais, c'était un des défis, vraiment. Et puis, mais oui, c'est marrant, il y a plein de gens qui disent que les années 70, ils sont hyper contents quand ça revient, les images, qu'il y a un truc hyper chaleureux. Chaleureux, Et c'est le même- mot. Alors que oui. Il y a même quelqu'un qui nous a dit ça donne envie de partir en Ouais. vacances. Ouais, Alors, pas du avec coup, eux. Voilà, Quand même, on est sympa, on a une bonne tronche. Ah, vous avez une bonne tronche, oui, mais voilà. Justement. Non, c'est le mot. D'ailleurs, parce que là, voilà, et ce sera notre propos de la deuxième partie de l'interview. C'est une série éminemment romanesque, mais c'est aussi une série éminemment politique. Politique dans le sens politique, dans la chose politique, dans le côté sociétal, parce que vous poussez toutes les thématiques d'aujourd'hui, notamment la thématique du consentement, jusqu'à son paroxysme. Et c'est ça aussi la force et la beauté de la série. On va y revenir dans un instant. On va entendre un extrait de la bande originale de la série qui est disponible, qu'on va voir dans un instant, qui est disponible déjà
dans les bacs et aussi en vinyle. Tout est dispo. Vous pouvez vous plonger. Il y a 34 morceaux sur la. Je crois que c'est ça, hein, 34. Il y a 33 33. sur la sortie digitale. J'espère qu'il y avait une version cachée, mais il n'y a pas de version cachée. Non, il 33. a failli y en avoir une. Il y aurait pu, il y aurait pu. Mais dans un instant, on va ouvrir notre deuxième partie. On aura une autre invitée. Moi, je n'aime pas les espaces blancs. Il y a une place qui est là et c'est pas beau à l'image. Donc, on va remplir cette place. Et on va vous faire rentrer l'invité tout de suite. Mais auparavant, je voudrais vous faire découvrir là aussi un ovni. C'est nos confrères d'une moine d'édition qui s'appelle Elephant Film qui retrouvent toujours des pépites de la télévision et des ovnis de la télévision. Et là, ils ont sorti un pilote d'une série des années 70, qui aurait pu être une série des années 70, mais qui n'a jamais débouché sur une série, parce que vous allez peut-être comprendre en voyant les images. Vous connaissez Marvel, vous connaissez Doctor Strange, évidemment le personnage de Benedict Cumberbatch. Et bien dans les années 70, ils ont sorti un pilote. Et comme le pilote s'est soldé par un échec, il est devenu un téléfilm à la télévision, supervisé par Stanley lui-même. Je vais vous présenter la bande-annonce de ce film, donc disponible aujourd'hui en DVD et en Blu-ray. Et puis voilà, et puis je vous laisse le découvrir. Dans un instant, on continue notre émission avec notre quatrième invité de cette émission. Find your enemy under the ancient symbol of light. The time now comes when he must pass on the powers entrusted to him. Who is to be the successor? Look for the ring. The Enchantress, Queen of the Sorcerers, the Dark Queen. We have 3 days to prepare the initiation. Find Stephen Strange. You cannot stop me now. I have cast you out before. You shall not pass by me, Morgan. You forced the choice, old man. Now it begins. Do you believe in evil, Doctor? No. It won't make our work any easier. What are these powers at your command? The ability to take the fundamental forces of the universe and direct them, control them with the will. Now what? I'm going to send you on a journey into the astral planes, which are other dimensions of manifestation existing within and beyond the material plane. When does it begin? Now. Voilà, donc je vous rappelle, sortie en DVD Blu-ray de ce Doctor Strange très très loin de Benedict Cumberbatch, mais qui est disponible donc chez Elephant. C'est vraiment très surprenant quand on le voit. Les effets spéciaux piquent un peu, mais voilà, c'est étonnant, c'est disponible chez Elephant, restauré en haute définition, vous allez pouvoir en profiter. Voilà, nous allons continuer à parler de cette série qu'on aime tant, Les Papillons Noirs, et on accueille quelqu'un que... Alors, il ne savait pas qu'elle allait être là, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on voit pas assez, je trouve, dans la promo, et qu'il faut... et que je voulais mettre en avant aussi dans cette émission, donc je suis ravi qu'elle soit avec nous. Bonjour Lola Creton, comment ça va ? Très bien, ça va très bien. On parlait de cet univers étrange des papillons noirs. Tiens, et si avant d'en parler quand même, voilà, vous voyez derrière nous, si vous voyez dans les écrans qui sont derrière nous, on voit le visuel de la musique de Clément Terry, l'album digital qui est disponible. J'imagine que c'est le même pour le vinyle ? Oui. C'est le même couverture. On va s'immerger, pour une fois, c'est pas de la vidéo, c'est du son. On va s'immerger dans la BO de la série, parce que j'aime bien toujours mettre en avant un titre d'un compositeur. Et c'est évidemment le titre dont on parlait tout à l'heure. Normalement, si je ne me suis pas trompé dans les nombreuses pistes, c'est le titre de Solange, numéro 7. C'est ça. De la bande originale Solange, oui. de Des Papillons Noirs. Voilà, immersion totale. Juste la pochette à l'image et on écoute la piste de Solange.
En entendant ce magnifique extrait, je repense à la BO d'une série de française qui était un de mes coups de cœur de ces dernières années aussi, Hervé Admar, Romance, Éric de Marsan qui avait composé la BO de cette série. Effectivement, il y a ces couleurs-là des années 60, puisque c'est les années 60, et il y a un petit peu de ça aussi, et on revient à cette grande école. Forcément. Moi, ça me fait plaisir comme comparaison, hein, de Marsan, c'est magnifique. Après, c'est vrai que je l'avais pas lui en tête quand j'ai travaillé, mais j'ai écouté tellement de musique de cette époque-là, que ce soit, je disais, Potenza, les films de Verneuil. En fait, Sur lequel il a beaucoup travaillé. on s'imprègne, bien sûr. Donc, on s'imprègne. Après, on oublie tout et puis on se lance. Et forcément, c'est empreinte, tout ça. Bon, après, juste petit détail par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que tu disais sur, il y a un hommage, c'est un hommage à tout, le cinéma, etc. Je pense, je sais pas pour les acteurs, mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est surtout un rêve de compositeur ou un rêve d'acteur, parce que c'est vas-y, fais-le. En général, c'est une fois dans une vie en France. En France, hein, je dis. Mais en fait, je n'espère pas, mais pour l'instant, je peux le confirmer. En fait, tous les réalisateurs veulent que ce soit émouvant, mais pas trop. Tous les réalisateurs veulent que ça fasse peur, mais attention quand même. Enfin, c'est normal, il y a toujours peur que l'image prenne le dessus sur le truc, puis c'est un grand débat. Est-ce que la musique est moins intéressante maintenant? Est-ce que c'est à cause des réals? Est-ce que c'est à cause des compos? En vérité, là, c'est comme si on ouvrait les vannes et qu'on disait, vas-y, allez-y, fais-toi fais-nous plaisir. pleurer, fais-nous super peur, rends-nous super amoureux. Il y a une espèce de premier degré dans la musique. Et ce qui est touchy, c'est qu'il fallait pas tomber dans la caricature. Faut pas faire de la guimauve. Faut que ce soit vraiment émouvant. Et pas faire de la guimauve en faisant une musique émouvante avec une soprano lyrique. Qui s'appelle, on le Qui dit, s'appelle Julia Wiśniewski, qui est une Magnifique. extraordinaire chanteuse lyrique. Très belle carrière, très grande carrière. Et donc voilà, ça c'était touchy. Mais quand on trouve la dose pour pas tomber dans la caricature, ben, en fait, c'est juste ultra kiffant pour un compositeur de se livrer en termes d'émotion totalement, quoi. que j'aime cette photo qui est derrière vous, là, cette photo des papillons noirs. Ah oui. Les papillons noirs qui donnent son nom donc au roman que va écrire Maudit. Alors, je le précise, ça n'est pas la version définitive. C'est la version que nous avions eue au moment de la conférence de presse en juin dernier. Depuis, il y a évidemment le nom de l'auteur qui n'avait pas été révélé même au moment de la conférence de presse. Donc, c'est le moment de le dire parce qu'en fait, il faut expliquer. Donc, au 4e épisode, Maudit sort sa version des papillons noirs, qui est donc l'histoire de Solange et de Albert, qui sort donc dans le commerce, dans la série, qui va sortir aussi en vrai. Et ça, on va pouvoir voir le livre de Maudit qui a été confié donc aux éditions du Masque, qui est une grande édition pour les romans policiers. Et donc l'auteur, comment s'appelle-t-il, ce monsieur chargé de retranscrire finalement cette histoire? Il s'appelle Gabriel Katz, mais c'est même pas son vrai nom. C'est encore c'est un pseudo. Ils sont Voilà. trop balèzes. Vous êtes trop forts quand même. Hein. Vous êtes trop forts. Allez-y, franchement. C'est le roman de la rentrée. Il est sur les plateformes aussi, sorti, je crois, depuis le 7, un peu partout. Et c'est le moment de s'y plonger dedans. Et tout à l'heure, on parlait évidemment de ces comédiennes, ces comédiens qui sont dans la série, qui sont absolument formidables. Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on voit une génération d'acteurs qu'on avait vus dans des rôles ici et là, mais c'est pas les énièmes visages qu'on voit tout le temps. Et ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument que tu sois là, parce que c'est vrai qu'il y a le rôle de Albert et Solange qui sont évidemment très prégnants dans cette série, mais il y a d'autres personnages qui évoluent autour. Et donc, je voulais qu'on parle, parce que celui-là est aussi très très important. Comment, Lola, tu t'es retrouvée dans cette série-là? On parlait de chance d'une vie pour un compositeur. Est-ce qu'on a cette sensation quand on lit le scénario la première fois de se dire « Ouh, Oui. ça, j'ai pas vu ça ». Ouais, tout de suite. De toute façon, le scénario, on l'a lu en... Donc, c'est 6 épisodes qu'on lit en à peine 24 heures. Mais je me suis retrouvée dessus, comme Alizé, casting. D'abord Tape. Ouais.
Et puis Ah, Covid et histoire de tout ça. Donc ah oui, tiens. d'abord Tape Ouais. et après pareil avec Axel qui lui était déjà sur le projet depuis je crois un petit moment. Ouais. Et C'est le point central. Il faut expliquer aux gens. Le rôle est tellement prégnant dans la série que c'est le point central qui permet de faire de tester tous les personnages oui, qui vont évoluer dans la série. Non, c'est surtout Voilà. qu'Olivier avait déjà travaillé avec lui dans sa En plus. série d'avant, donc Oui. il y avait une sorte de prolongement naturel. C'est pour ça qu'il était là très tôt. Oui. Et donc voilà, et donc toi tu t'es retrouvé et avec cette charge d'intégrer un univers qui n'est pas un univers qu'on a l'habitude de voir évidemment en Ouais. France. C'est jouissif pour une comédienne? C'est extrêmement jouissif et puis c'est extrêmement... C'est en fait c'est tellement bien écrit. Bruno et Olivier ont une telle intelligence des personnages et ont eu une telle intelligence des castings qu'en fait c'est aussi assez facile. C'est naturel, tout est écrit, tout est là. Et tous les acteurs, le casting est tellement fin et tellement bien choisi que c'est une évidence. C'est marrant d'utiliser le mot facile face à des scènes, que ce soit l'une comme l'autre, qui sont, j'imagine, tout sauf faciles à jouer quand même. Ouais, mais tous les personnages de cette série ont des scènes extrêmement dures à jouer. Les femmes aussi, beaucoup. Enfin, quand on voit Alice, quand on voit Amy Rens, Alizée, moi, Brigitte, il y a... Et surtout, c'est du côté de la violence des femmes et de la force des femmes. Et ça, pour moi, c'était super important que cette série puisse réapproprier la violence ou la dureté ou la force aux femmes. Je le dis à nos spectateurs qui regardent l'émission, on a reçu énormément d'équipes de séries. C'est peut-être l'une des séries sur lesquelles c'est le plus difficile de parler de son travail sans égratigner le moindre spoil et le moindre rebondissement. Donc c'est pour ça que vous voyez et que vous entendez Alizée et Lola qui font attention à chaque mot parce que c'est important. Non mais c'est important parce que vraiment il faut absolument rien gâcher. Et même si je disais tout à l'heure qu'une fois qu'on sait, la série se prête à la rediffusion sans aucun problème. Alizée, Lola, est-ce que pour vous, Les Papillons Noirs, c'est une série féministe? Je vais dire la même chose, mais- Ah Désolé. Non, c'est pas grave. C'est pas bon, grave. on est bon. On Allez, est vas-y, bon. on est Je bon. voulais rajouter un truc après, j'attends la réponse. Oui, oui, parce que oui. Non, Elle a choisi ses mots, elle les a pesés. Par rapport aux années 70 où la place de la femme, voilà, on est, enfin, je veux dire, ce qui se passe avec cette liberté de dire, mais chacun fait ce qu'il veut, ce que dit Solange à un des personnages. Elle lui dit, mais on est libre, chacun fait ce qu'il veut, on n'est plus au Moyen-Âge et tout ça. C'est hyper, enfin, c'est culotté, surtout à une époque où c'était pas du tout le cas quand même. Et en même temps, oui, il y a ce truc pour moi qui était hyper important en lisant la série, c'était ce consentement. Se dire, en fait, même C'est ce qu'on disait tout à l'heure. si... parce que on m'a dit, mais oui, mais quand même, elle aguiche. Donc après, je dis, bah, en fait, elle peut très bien Aguicher. dire, j'aguiche, pourquoi pas, je l'embrasse, machin, mais au moment où je dis non, stop, c'est stop, en fait. Et quoi qu'il arrive. Et donc, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et donc, ça remet ça au centre de se dire, bah voilà, ils sont quand même dans les années 70 et ils ont ce truc quand même de se dire, en fait, ça, c'est pas possible. Oui, parce pas que c'est possible. hyper intéressant parce que souvent quand on parle des questions liées au féminisme et à la place des femmes dans la société, quand l'action d'une fiction quelle qu'elle soit, théâtre, cinéma, télévision, se passe dans le passé, on se dit oui, mais enfin de toute façon, c'était pas comme ça à l'époque, donc c'est pas grave. Et en fait, là, ce qu'on montre, c'est que oui, l'imagerie populaire des années 70 donnait l'impression que c'était pas comme ça, mais c'était déjà comme ça. Ces questionnements étaient déjà là, ils se posaient peut-être pas de la même façon, mais ils étaient déjà là. Et c'est ça que montrent tous les personnages féminins de la série. Il n'y en a pas un qui prend plus le pas sur l'autre. Tous les personnages de la série montrent cette question-là. J'imagine que quand on est une jeune femme des années 2020 et qu'on se plonge dans le passé, c'est des choses auxquelles on fait attention. Est-ce qu'on y fait plus attention maintenant? Peut-être qu'il y a 5 ou 6 ans avant que tout cette phénomène de libération de parole se fasse ou pas du tout en fait? Nous, dans notre vie de femme, non, on n'y fait pas plus Non. attention avant. D'accord. De toute façon, on n'a pas le choix que d'y faire attention de notre naissance à notre mort, je pense. On est confronté à ça. Après, Bien sûr. c'est voilà, Oui, c'est- mais après, c'est vrai. et puis on a chacune nos expériences personnelles qui font qu'on est confronté à certaines choses
tout le long de notre vie, donc à n'importe quel siècle, en fait, je pense. Mais oui, voilà. Nora. Moi, ce que je trouve très fort, et pourquoi on y pense et on n'y pense pas, c'est que tu as cité les grosses têtes d'affiche, c'est des rôles masculins. Les hommes ont une place prépondérante, mais quand tu vois dans l'histoire, je ne vais pas spoiler, ils sont toujours. Je me mémoire également. En fait, c'est pas eux le moteur. Le moteur, c'est que les femmes. J'ai rien dit. Le moteur, c'est que les femmes, et ils suivent. Et tout ça avec un auteur et un réalisateur en commun. Oui, mais souvent, c'est mieux fait, si je peux me permettre. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, ça correspond à l'évolution de la libération de la femme. Enfin, je ne vais pas trop appeler ça comme ça, mais disons ça, du féminisme. Parce que c'est en douceur, sur plein de niveaux. Elles ont pris les choses en main, quelque part. Elles deviennent vraiment moteurs du truc. Elles décident et elles y vont. Mais c'est petit à petit, parce qu'au début, quand tu regardes, au final, c'est un mec qui raconte son histoire à un autre mec. Hein. Enfin, tu vois. Et en fait, pas du tout. Les deux sont vraiment des... Je ne vais pas prendre les mauvais mots. Ce sont des... Bon, voilà. Voilà. C'est pas eux le moteur. Oui, c'est vrai que leurs deux histoires sont totalement liées et mises en marche et en action et presque construites sur les femmes de leur vie. Exactement. Ouais. Quelles qu'elles soient, quelles que soient les époques. Voilà. Avec Alice, et c'est elle. Et donc, c'est tellement subtil que ça devient une histoire de femme racontée par deux hommes, comme dans la vraie vie. Ouais. Mais, voilà. Non, mais parce qu'après, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu politique, mais c'est quand même avant tout une histoire d'amour. Pas Bono, mais il y a quand même ce truc de... Voilà, on raconte aussi une histoire d'amour romanesque. Et bon, c'est vrai qu'il y a ce sujet du consentement, mais c'est avant tout une histoire et voilà, une grande histoire d'amour. Oui, mais ce sujet du consentement, moi, on voit beaucoup de fiction, je l'ai rarement vu explorer comme il est exploré dans la série. Et je trouve qu'on on peut dire que la toile de fond reste une grande et magnifique histoire d'amour. On n'a pas cité, mais on aurait pu citer aussi, il y a un petit côté entretien avec un vampire aussi, dans ce rapport qu'ont les deux personnages, mais à l'heure d'aujourd'hui, vu la télévision, par quoi elle est traversée, notamment en France, on est toujours très en retard. L'impact qu'aura, je pense, une fiction comme Les Papillons Noirs sur ces questions-là, je pense, et pour moi, est centrale dans l'histoire de la série. Dès le point de départ de la vie de Solange, de sa naissance, c'est vraiment... je ne vais pas dire c'est un fil rouge, c'est pas un fil rouge, mais c'est vraiment... c'est continu tout au long du récit. C'est très dur, et là, je le vois avec son buzzer devant moi, c'est très très dur. Non, mais déjà, sans basculer dans la politique, comme il y avait aussi ce couple de tueurs en série, ça mettait en jeu un homme et une femme, on était obligé de se poser plein de questions sur le rapport de l'un à l'autre. C'est très lié à Eros et Thanatos, tout ça, donc c'est quoi la place de l'homme, c'est quoi la place de la femme dans tout ça? Et il y a plus, il y a le consentement, mais il y a aussi plein d'autres choses qui étaient importantes pour nous. Les hommes qui se présentent en sauveurs, enfin plein de choses comme ça. Aussi, je pense par exemple pour nous, la scène de l'avortement, elle était très très importante, mais c'était pas par du discours politique, c'était juste pour essayer d'être juste et honnête avec nos personnages, quoi, et qui, voilà, comme c'est quand même une histoire de réappropriation du corps, il fallait être un peu à la hauteur du sujet, quoi, donc voilà, mais c'était pas, on n'était pas dans un discours, hein, non, c'est pas militant, mais comme c'est pas militant, bah du coup c'est bien fait, parce qu'on pense pas qu'on est militant, et il y a rien de pire que de penser qu'on va faire révolutionner les choses, pour en général se vautrer, souvent c'est comme ça. Et quand on n'est pas militant et qu'on n'y pense pas, et ben c'est là qu'on peut lâcher les chevaux et qu'on peut bien le faire. On arrive au terme de cette émission, donc je voudrais, mesdemoiselles, vous demander la dernière question qui fait le lien avec tout le reste. Quand on a joué dans cette série, quand on a joué ces rôles-là, quand on a joué tout ce qu'on a joué, est-ce que alors c'est peut-être pas forcément le bon signal à envoyer, mais est-ce qu'on est plus exigeante et est-ce que vous savez que vous allez être plus exigeante par la suite dans les propositions qui vont vous être faites? Faut répondre non. Lola. Pas plus exigeante, mais en tout cas, voilà, faire plus attention, en tout cas. Moi j'ai eu la chance d'avoir mais malgré moi, parce que j'ai commencé tellement jeune, une carrière quand même assez exigeante au niveau des réalisateurs avec qui j'ai eu la chance de travailler. Mais par contre, oui, évidemment, et puis c'est surtout que ça donne...
Une responsabilité aussi, peut-être? Non, non, ça donne plus une exigence avec soi-même Ouais. qu'avec les autres. Et surtout, ça apprend, quoi. Ça apprend énormément d'avoir été sur un tournage comme ça, d'avoir donné quelque chose de nouveau. C'est toujours nouveau, mais c'est ça qui apprend. C'est plus sur nous-mêmes. La composition, on l'a dit, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce que Alizé donne avec Axel dans ses premiers temps où on les découvre sur leur parcours meurtrier. Mais la prestation, on découvre ton personnage plutôt dans la deuxième partie de la série. Et la prestation que tu en donnes, elle est aussi magnétique, vénéneuse, envoûtante que peut-être celle que donnent les autres personnages dans la première partie. C'est assez phénoménal. On a pourtant deux parties dans la série assez distinctes et en même temps, on a une espèce d'homogénéité dans la façon dont vous interprétez toutes les deux, qui est absolument vraiment bluffante, quoi. Je tiens à vous le dire à toutes les deux, parce que vous avez vraiment deux rôles qui sont bluffants, et comme on voit pas forcément très souvent dans des rôles de composition à la télévision pour des jeunes femmes, ou pour des femmes tout court. C'est vrai. Ça, c'est sûr, c'est Qui vraiment. te dit que c'est de composition? Ah, Attends d'aller en vacances. Il n'y a qu'une seule sortie. Ça. Pour toi, c'est pareil, cette notion d'exigence pour terminer? Oui, c'est évidemment que du coup, ça met, comme tu dis, une exigence sur nous-mêmes, en fait. Moi, je sais que sur ce tournage, j'ai énormément appris et puis, c'était vraiment enfin, Axel n'est pas là, mais vraiment, c'est un partenaire merveilleux. Et c'est une chance, je veux dire, d'avoir voilà, des partenaires comme ça avec qui les choses se font très, très bien et avec qui on est vraiment à fond, quoi. Ouais. Et donc, évidemment, après, il y a quelque chose où on a envie de retrouver ça. Donc, oui, on devient un peu exigeant. En tout cas, si vous avez envie de découvrir cette série, on vous le conseille. D'abord, allez en présentation au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Vous l'avez donc sur arte.tv, vous l'avez sur Arte les 22 et 29, vous l'avez en digital si vous voulez écouter la musique, vous l'avez en vinyle si vous êtes adepte du vinyle, vous avez le roman Les Papillons Noirs, Le tote bag. et le tote bag. mug. Il y a les vêtements qui Est-ce que arrivent vous avez pensé à sortir, j'appelle Arte, il faudrait sortir le tire-bouchon Les Papillons Noirs aussi, ça peut être intéressant. Et la bouteille de vin qui va avec. Et la bouteille de vin qui Tant va qu'à avec. En tout cas, vraiment une réussite à tous les niveaux. On voulait vraiment, vraiment mettre en avant cette série parce que ça a vraiment été notre coup de cœur en fin d'année et en ce début de saison. Et on était ravis d'avoir d'autres visages de cette promotion aussi. Et donc, on était ravis que tu sois avec nous, Lola, aussi, pour parler de cette série. Merci pour l'invitation.